attends, sinon on se fout. Bonjour, bonjour, bienvenue dans l'émission Quoi ma gueule, l'émission spécialisée et qui parle de personal branding. Aujourd'hui, on est avec Régis Marc. Salut. Salut à tous. Comment tu vas? Super bien. Très bien en ce moment. Bah raconte-nous. De mieux en mieux. Encore mieux. Raconte-nous pourquoi ça va de mieux en mieux en ce moment. De nouveaux projets, nouvel équilibre de vie. Depuis quelques jours où voilà, je me suis lancé dans ma propre boîte et puis je vais essayer de faire participer pas mal de monde à cette belle aventure. Donc ça va plutôt bien. Parfait. Tu nous pitches ta nouvelle boîte en une minute? Ma nouvelle boîte, elle vise en fait à développer des activités pour les travailleurs indépendants. Différentes activités liées à leurs problématiques de business développement, de mobilité, donc de lieu de travail, et puis de partage de connaissances. Donc différents projets qu'il va falloir maturer un petit peu pour voir ce qu'on fait démarrer au plus vite et avec quelles belles énergies. Puis le tout, si possible, en conciliant, je crois que tu sais ce que je veux dire, le sport, les voyages et puis les rencontres. Donc ça fait un programme un peu chargé, mais on va se poser. Bon, on reviendra un petit peu sur toute cette partie, si tu veux bien, tout à l'heure, sur le côté un peu plus comment on lit le pro et le perso. Je pense que ce serait intéressant de revenir un petit peu au début, d'où tu viens, ce que tu as fait avant de te lancer aujourd'hui, parce qu'on a une carrière riche derrière. Ouais, surtout que j'ai qui commence à blanchir, donc ça fait un petit peu longtemps. Moi, je suis à la base, même si c'est pas mon métier, mais je suis sportif de haut niveau. Okay. Et c'est ce qui a structuré mon démarrage de carrière. Quel sport? Dans le triathlon. En fait, j'ai fait partie des premiers triathlètes en France dans les années 80 et jusqu'à une petite vingtaine d'années. Ce qui m'a amené à faire mon premier Ironman et qui a un peu structuré mon investissement dans les études aussi. Ouais. Donc j'ai choisi de devenir juriste, je l'ai fait pendant 4 ans et puis finalement je n'ai jamais été juriste dans la vraie vie parce que j'ai fait une belle rencontre qui m'a permis de devenir assistant parlementaire. Ouais. Et au travers de cette nouvelle rencontre, très rapidement, de partir à l'autre bout du monde. Voilà, donc, c'est où l'autre bout du monde? L'autre bout du monde, j'ai vécu quelques années au Mexique et grâce justement à cette aventure parlementaire, parce que ça m'a amené à travailler sur la construction d'un gazoduc en Amérique centrale, voilà, quelque chose de complètement improbable au travers d'une belle rencontre. Donc voilà, sport de haut niveau, droit, Assemblée nationale et puis bing, du jour au lendemain à Mexico pendant plusieurs années. Et c'est ce qui derrière a lancé entre guillemets ma carrière qui a été jalonnée par pas mal d'industrie et beaucoup de consulting. D'accord. Ce qui t'a poussé à aller à devenir assistant parlementaire, c'est du pro, du perso, la rencontre? C'était quelqu'un de très sympa que j'ai rencontré sur les bancs de la fac de droit qui lui était non pas passionné de politique mais passionné par le monde politique et qui m'a convaincu de faire un stage auprès d'un député qui était ma foi super sympa, qui était plutôt une belle rencontre humaine, dont je ne partageais pas les opinions politiques, mais ce n'était pas l'essentiel, donc c'était très intéressant. Et lui-même m'a ouvert entre guillemets la voie on va dire de ma dernière année d'études, qui m'a amené effectivement jusqu'en Amérique du Sud. Exactement. Ouais. Parfait. Donc finalement une rencontre sur les bancs de tes dernières années d'études t'emmène au Mexique. Ouais. Tu restes quelques années au Mexique. 4 ans. 4 ans au Mexique. Ouais. Et après tu reviens en France. Je reviens en France parce que ma femme, qui n'était pas encore ma femme, m'avait rejoint et a un peu galéré pour trouver du travail dans les ressources humaines. Elle est rentrée pour faire son MBA et du coup j'ai décidé de la suivre, même si on était plutôt dans une logique de s'installer durablement au Mexique. Mais c'est pas grave, donc j'ai eu l'excellente idée d'arriver le 11 novembre 2001. Ouais. Donc, jour où effectivement le monde a un peu basculé, ce qui m'a mis dans une situation professionnelle un peu compliquée pendant quelques semaines parce qu'effectivement tout s'est figé et les projets que j'avais déjà ficelés ont complètement été rebolotés. Et, donc le monde s'est arrêté, donc voilà. C'était pas bon. C'était pas bon en fait, voilà, mais c'est pas grave, ça m'a permis de rebondir très rapidement.
sur une expérience qui a été une très belle expérience aussi, pas vis-à-vis de l'entreprise que j'ai intégrée, mais vis-à-vis des projets que j'ai menés, parce que finalement, pendant 3 années, j'ai travaillé dans à peu près une vingtaine de pays en faisant des sauts de puce tous les jours, ce qui m'a amené à rencontrer encore plus de monde et finalement à structurer un peu plus ma future vie professionnelle. Voilà, D'accord. Et tu faisais des triathlons quand alors à ce moment-là? Alors là, j'ai fait une grosse pause au niveau du sport, avec pas mal d'excès au niveau du travail et d'autres choses. Mais voilà, quand on a fait du sport au haut niveau, on est capable d'y revenir très rapidement. Et j'y suis revenu rapidement et assez violemment, entre guillemets, beaucoup plus tard. Voilà. Ok. Mais non, oui, je ne faisais quasiment plus de sport, hormis on va dire, quelques sympathiques découvertes du parachutisme que j'ai pratiqué quelques temps aussi, voilà. Mais qui était Plus un loisir. un loisir plus qu'un sport. Oui, effectivement. D'accord. Donc là, on arrive en France, on passe quelques années. Tu étais basé à Paris? Alors j'avais ma résidence fiscale entre guillemets, comme on dit, à Paris. Ouais. Mais j'ai vécu plus de 2 ans en Espagne. Je rentrais le week-end en fait à Paris et je vivais entre Madrid et Valladolid. Et je faisais des sauts de puce en Europe quasiment tous les jours. Donc c'était une vie assez sympa où j'ai découvert toutes les capitales d'Europe et puis pas mal aussi d'Amérique du Sud au travers de ces projets pour un grand groupe qui s'appelle Renault-Nissan. Voilà. D'accord, ouais. Un peu connu en France. Un petit peu connu. On en voit quelques-unes voitures dehors Exactement. Ouais. quand on se balade. Ok, et donc grand groupe. Ouais. Ensuite, t'as bourlingué dans quel coin? En fait, après, alors j'étais en prestation pour Renault-Nissan, j'étais pas salarié. J'ai démissionné pour rejoindre une petite structure qui se lançait dans la conduite du changement. Ils étaient 10 quand je suis arrivé, on a fini à une centaine. Et ça m'a amené à ne plus voyager du tout. Donc voilà, virage à 180 degrés. J'ai été basé pendant pas mal d'années sur des missions en Seine-Saint-Denis, dans un coin que je connaissais absolument pas, ce qui m'a permis de découvrir aussi pas mal de gens. Et voilà, encore un changement radical qui a été finalement assez intéressant parce que ça m'a permis de créer ma petite famille, d'avoir mes 2 premiers enfants qui sont arrivés et de reprendre le sport. Finalement, j'ai pas mal bossé, j'ai pas mal voyagé, j'ai adoré tout ça. Puis là, j'ai eu une opportunité finalement de faire quelque chose de différent. Ça m'a permis de me réinvestir dans le sport, ce qui m'a beaucoup amené. Ouais. Et ce qui m'a permis d'accélérer aussi au niveau professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, ces années où j'ai beaucoup appris à voyager, à rencontrer du monde, étaient plutôt des années où je me suis, éclaté professionnellement. J'ai beaucoup appris. Et puis les années où je me suis posé, j'ai construit, j'ai structuré, j'ai développé. Je suis rapidement devenu associé de cette structure. J'ai pris en charge tout le développement. Et puis, je me suis moi-même développé au travers de ces nouvelles rencontres sportives que j'ai pu faire pour revoyager différemment, reprendre les voyages type perso et m'investir sur ma propre formation, entre guillemets. D'accord. Et en fait, tu as utilisé donc, le sport pour faire du business ou c'était du sport à titre perso qui te permettait d'être efficace? Ouais, c'était plutôt ça. C'était plutôt le deuxième point. Non, le sport pour faire du business, je ne l'ai pas encore utilisé. Ça va peut-être venir. J'ai quelques idées sur le sujet. Même si la finalité, c'est plus utiliser un moyen sympathique pour faire du business plutôt que… Mais ce que je veux dire, c'est que le sport, dans des métiers qui demandent beaucoup d'investissement en temps, le sport rapidement devient une nécessité pour… se calmer, pour apporter de la concentration et puis surtout de la force psychologique. On parle toujours de triathlon ou non. Tu t'es fixé un autre sport? J'ai arrêté, c'était trop chronophage en fait. Le triathlon, ça demandait parce que ça nécessite de s'entraîner à la course, au vélo, à la natation, donc c'est un quotidien. C'est pire que ça en fait, c'est 4 sports. C'est la natation, c'est le cyclisme et la course à pied et c'est
l'ensemble réuni. Oui. Parce qu'en fait, enchaîner les trois, c'est Ouais. pas la même chose qu'en faire chacun unitairement. Et en fait, c'est ça qui rend l'ensemble complexe et en même temps super intéressant. Donc non, j'ai arrêté le triathlon. J'ai toujours suivi un peu ce sport parce que c'est un sport qui est très très beau et qui était un peu précurseur il y a quelques années en France. Et pour me mettre en fait à me remettre à la course à pied et en particulier au trail. Au trail, ouais. Avec des efforts plutôt dans la durée plus que effectivement dans la course entre guillemets au temps. L'idée c'est plutôt de découvrir des paysages et puis aussi en profiter pour réfléchir. Quand vous courez 9 heures, vous avez le temps de réfléchir à votre vie, à ce que vous allez faire en termes de business, de votre prochain voyage, etc. Donc ça amène du temps, ça amène beaucoup de temps et c'est du temps constructif. Yes. Sur ton profil LinkedIn, tu mets justement en avant une partie pro, trois petits points, et après derrière trailer, on dit trailer. Ouais. Pour toi, c'est important de mettre en avant ça visible sur le réseau social professionnel. Ouais, c'est ma première petite touche parce que mon profil n'est pas encore complètement, on va dire, en adéquation avec qui je suis, qui je veux être. Mais effectivement, je me suis dit que c'était pas mal de parler un peu plus de qui je suis, des valeurs que je tends à véhiculer plutôt que le simple côté professionnel. Parce que finalement, quand on est consultant, ce qui est mon métier, à la base, on vend sa personnalité, on vend sa personne plus que des compétences techniques. Parce qu'au final, c'est travailler avec d'autres personnes, c'est leur apporter de la valeur ajoutée et des savoir-faire purement techniques, n'importe qui peut les avoir. En revanche, qui je suis, ce que je suis capable de leur apporter moi, Régis Marc, au quotidien, si j'en parle pas sur mon profil LinkedIn ou sur d'autres profils, sur d'autres réseaux sociaux, c'est un peu dommage. Finalement, je coupe une partie de qui je suis et de ce que je peux apporter à mes clients. Et aujourd'hui, je sais que là-dessus, je dois travailler encore. Et ça, c'est quelque chose que qui je suis et de le véhiculer d'un point de vue public, c'est quelque chose qui aujourd'hui te paraît compatible parce que tu es passé à ton compte et que c'était quelque chose qui était non compatible avec le salariat ou dans ton ancienne société ou c'était un choix personnel? Non, c'est un choix personnel. Enfin, moi, j'ai toujours été à pousser un petit peu les différentes structures dans lesquelles j'étais en essayant de sortir un petit peu des sentiers battus, qui de temps en temps à avoir des échanges un petit peu musclés avec d'autres personnes, mais toujours positifs pour justement faire avancer les choses. Je pense que justement, qu'on soit salarié, qu'on soit son propre boss, étudiant, retraité, peu importe, en fait, on a quelque chose à véhiculer. Et ça, c'est fondamental de le faire, entre guillemets, sur les différents canaux qu'on peut utiliser, que ce soit les réseaux sociaux, un site internet, et j'en passe et des meilleurs. Donc ça, non, c'est un choix perso, mais clairement assumé et pour lequel je demandais à mes collaborateurs de tendre vers cela aussi, ce qui n'est pas chose aisée. Ouais. Aujourd'hui, tu es présent sur quels réseaux sociaux pour communiquer d'un point de vue plus pro? LinkedIn. LinkedIn, pas Twitter? Très peu Twitter. En fait, j'ai souhaité prioriser, focuser pour l'instant sur un. Alors que je vois même que je dois me progresser rien que dans l'utilisation de ce moyen-là. Donc je me dis, plutôt que de m'éparpiller, déjà essayons d'être à peu près correctement visible, présent sur un, et puis après on verra. Pas déconnant, c'est bon. Ça nous va. Ouais, alors après, je suis néanmoins conscient du fait qu'il va falloir que je sois un peu plus présent dans le cadre de mes nouvelles activités, de véhiculer d'autres messages par d'autres biais rapidement. Et ça, je ne suis pas encore bien organisé. J'ai justement, c'est ce qu'il faut que j'arrive à faire au travers de routines à mettre en place. Ouais, bon, en tout cas, c'est déjà mieux, c'est très bien déjà de commencer par un réseau et le masteriser à fond, d'avoir son audience, d'avoir de la création et du partage de contenu régulier. Et après, en fait, on se rend compte que les autres réseaux sociaux, comme une page Facebook d'entreprise, un compte Twitter, même des photos Instagram, etc., en fait, c'est des relais d'information.
mais il faut qu'on ait son réseau social ou le lieu où on partage son contenu, comme un blog, un site web, et qu'à cet endroit-là, en fait, on soit reconnu, et les autres sont vraiment des vecteurs pour faire grossir un petit peu sa communauté et d'aller toucher d'autres gens. Parce que sur Twitter, on va forcément toucher une autre communauté. Sur Twitter, on fait énormément de veille, donc on a de la stratégie d'hashtag, etc. Donc c'est vrai que c'est toujours assez pertinent de faire ça. Comment, je change de sujet, hein, mais comment tu vois les prochaines années pour toi? C'est quoi ton ambition des 3-5 prochaines années? Ma première ambition, c'est de trouver un équilibre absolu entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est la première des ambitions. J'en suis pas très loin. Ouais. J'ai beaucoup progressé là-dessus. Et donc ça, c'est mon objectif avec mes associés, d'atteindre ce niveau d'équilibre, pouvoir travailler, apprendre, voyager, continuer à faire du sport, m'occuper de mes enfants. Ça, c'est l'ambition absolue. Après, évidemment, l'objectif, c'est de le faire sur des sujets qui m'intéressent. Aujourd'hui, j'ai envie de décloisonner entre guillemets certains métiers, j'ai envie de taper un petit peu dedans pour justement les faire un petit peu avancer, un peu évoluer, des métiers qui sont peut-être un peu traditionnels avec des approches un petit peu, on va dire, un petit peu archaïques de mon point de vue, en tout cas en France, et d'offrir en fait notamment à la communauté des travailleurs indépendants qui grossit de manière assez phénoménale, la possibilité justement d'entrer plus fortement dans ces métiers. Donc c'est des métiers qui sont autour, encore une fois, de la prestation de services, en règle générale. Pour l'instant, je réfléchis, donc je ne suis pas suffisamment précis, mais pour pouvoir m'amuser, ça serait aller là-dessus rapidement et trouver ce bon équilibre avec mon associé dans ces différents projets pour pouvoir aussi faire d'autres choses. D'accord. Des idées un petit peu de ce que tu veux faire comme autre chose, plus à titre perso, c'est quoi? C'est revoyager, c'est le sport de façon plus importante, c'est la famille, c'est… Alors le voyage pour nous est fondamental. Là, je reviens de Lisbonne. Dans 2 mois, je pars en Afrique du Sud. L'année prochaine, on va au Japon avec nos enfants qui sont très demandeurs. Pourquoi? Parce que aussi ça m'apporte, au-delà du fait que ça apporte beaucoup comment dirais-je, de connaissances, de découvertes, de regards différents à moi et à ma femme et à mes enfants. Ce sont des moments aussi où je m'inspire énormément pour mes futures activités. La créativité est toujours meilleure quand on n'est pas en train de bosser sur son bureau. On pense, on voit d'autres choses, on discute, on raconte. Exactement. Il n'y a pas besoin des fois de grand chose entre guillemets pour découvrir des nouvelles activités potentielles. Il suffit juste tout simplement de prendre un billet d'avion en low cost, aller à l'autre bout de l'Europe et puis on a tout gagné, quoi. Donc, Tu dirais qu'on est plus créatif en voyage ou en train de faire du sport? Les différences sont des moments qui sont un peu différents où finalement on ne rencontre pas les mêmes personnes. Quand on fait du sport, on se rencontre déjà à soi-même. C'est-à-dire qu'effectivement, on prend le temps de se poser les bonnes questions, y apporter certaines réponses. C'est plus, pour moi, en tout cas dans mon sport, la manière dont je le vis, c'est plus introspectif. Ça me permet, comme d'autres, prendre le temps de réfléchir qui, en fumant une cigarette, je prends volontairement cet exemple parce que j'ai arrêté de fumer et je m'étais dit, ce sont des moments où je prenais le temps de réfléchir, etc. Je me posais. Finalement, je fais la même chose aujourd'hui en faisant du sport, mais c'est des moments de pause, quasiment de méditation en pleine conscience, qui est quelque chose que j'ai découvert il y a peu de temps. Donc le sport, c'est ça, c'est plutôt introspectif, me semble-t-il. Les voyages, c'est plus, c'est rencontrer des personnes complètement différentes, qui ont des pratiques, des regards qui sont complètement différents de ce que nous on peut avoir au quotidien. Donc l'un, pour moi, va avec l'autre. C'est pas du tout l'un ou l'autre, au contraire. L'un apporte des choses complètement différentes de l'autre. Et tes voyages, il y aura du business un petit peu dans tes voyages ou c'est vraiment coupé? Aussi. Par exemple, là, j'ai pour objectif de créer
le relais européen de l'association nord-américaine de conduite du changement, qui est une grosse association qui est basée à Chicago, qui existe, et on va créer l'antenne en Europe de l'Ouest. Il y a déjà une petite antenne qui s'est créée à Amsterdam avec une conférence qui aura lieu là en fin d'année où je vais assister pendant 2 jours. J'espère que je pourrai même intervenir. Et là, pour moi, ce sont des choses qui sont intéressantes parce qu'elles, j'ai la possibilité de choisir d'y aller, de m'investir, de me former, ce qui était plus tout à fait le cas dans mes différentes expériences professionnelles. Donc oui, là, pro, perso, exactement. Cool. Justement, je rebondis sur le côté salariat. On fait pas forcément tout ce qu'on a envie de faire. Tu disais tout à l'heure aussi qu'il y avait de plus en plus d'indépendants. Les chiffres à peu près aujourd'hui, alors ne sont pas forcément exacts à date, mais c'est à peu près 15% de la population active française qui est en statut d'indépendant, c'est-à-dire à son compte, et on aura une croissance qui est d'environ 10% depuis quelques années, chaque année. Tout à fait. Comment tu le vois, toi, dans les 10 prochaines années, ce côté-là, un petit peu d'indépendant, est-ce que ça peut supplanter le CDI? C'est quoi ta vision un petit peu du marché du travail d'un point de vue contractuel, mais aussi avec donc il y a 2 questions. Le côté un peu contractuel, est-ce que le CDI peut mourir? Et la deuxième, c'est d'un point de vue humain, quel impact ça aurait dans les sociétés? Je ne pense pas que le CDI soit amené à mourir. Ouais. Je pense qu'effectivement, il va y en avoir moins. Mais effectivement, il va perdurer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs dans la vie, tout simplement. Et que le CDI est un très bon outil, mais pas forcément pour tout le monde et pas au même moment. Ouais. Il y a 1 an, quand j'ai eu ces premières idées pour faire travailler effectivement on va dire une communauté de travailleurs indépendants, je me suis dit c'est la très grosse tendance, il faut aller à fond là-dedans parce que demain effectivement le CDI va mourir. Aujourd'hui, je suis absolument persuadé que non. Ouais. Je suis persuadé qu'au contraire, de nouvelles formes de contractualisation vont émerger. Les contrats de chantier qui sont décriés. On en parle un petit peu en ce moment. Voilà, le CDI va continuer, les travailleurs indépendants vont se développer, mais pour atteindre finalement des équilibres précaires permanents. Il y a des grosses masses qui vont se créer. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, à chaque âge, à chaque projet, à chaque personne, son besoin. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je rencontre beaucoup de personnes qui sortent de l'école, qui ont envie d'intégrer finalement plus un projet qu'une entreprise. Se dire, tiens, voilà, pendant 2 ans, je vais bosser comme un fou là-dessus. Et que ce que peut leur apporter le CDI, peut-être beaucoup moins intéressant pour eux à ce moment-là, qu'éventuellement, effectivement, créer une SASU, une SARL, et qui va leur permettre d'optimiser leurs revenus, et puis d'avoir cette liberté dont ils auront besoin pour aller voyager à l'autre bout du monde, pour mener leur projet. Donc, il n'y a pas de bon contrat, il n'y a pas de mauvais contrat, il y a des contrats, il y a des liens qui se créent et qui vont évoluer effectivement au gré, on va dire, des projets de vie professionnelle de chacun. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, le CDI reste quand même néanmoins un très bon outil. Pourquoi? Parce que aussi, ce qui accompagne, entre guillemets, la vie des travailleurs indépendants n'est pas encore suffisamment bien structuré et développé aujourd'hui. Ce qui est souvent un très gros frein pour le passage. Exactement. Alors qu'on gagne en autonomie avec le choix de ses missions, avec partir ou pas partir. Ouais. Après, bien évidemment, il y a un risque, mais on se retrouve en fait face à la réalité. C'est que les bons, ils auront du taf, les moins bons, il faudra qu'ils se foutent un coup de pied au cul pour qu'ils arrivent à se vendre. Alors que le CDI, on dit souvent, voilà, c'est des menottes dorées. On se retrouve, on a notre paye tous les mois, et puis au final, on se rend compte que les compétences, elles sont plus au rendez-vous, qu'on se motive pas, que voilà, ça. Je pense que les gens ne sont pas forcément gagnants. Je suis plutôt pro à dire que le CDI va mourir. Je mets un peu d'eau dans mon vin depuis quelques temps parce que c'est clair que c'est un contrat qui va tendre à rester et qui va être forcément bouleversé dans les prochaines années pour qu'on trouve une certaine stabilité entre un CDI classique ou un CDI de chantier, etc. et le statut d'indépendant, peu importe sa forme contractuelle.
mais le statut d'indépendant qui va être qui va apporter plus de flexibilité au monde de l'entreprise actuelle. Ouais, alors après, moi je dis souvent aussi, j'ai ma petite formule sur le sujet, je pense qu'il n'y a pas de bon contrat, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Par contre, il y a des mauvais managers ou leaders. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est un bon manager ou un leader, on peut trouver les différentes modalités de travail avec les uns et les autres. Et ça peut être parfois le CDI, ça peut être parfois, encore une fois, la sous-traitance, etc. Oui, si on a un mauvais manager, un mauvais leader, il ne saura pas animer quelqu'un qui est sous forme de CDI et effectivement tombera dans l'écueil que tu viens de donner. En revanche, quelqu'un qui effectivement a ce charisme, a cette vision, a cette volonté d'emmener les gens, finalement, peu importe la manière dont il sera rémunéré en fait à la fin du mois. Moi, j'ai vu des gens travailler, dont moi, en CDI, où j'ai, me semble-t-il, plutôt bien performé, j'étais très investi, etc. Mais pourquoi ? Parce que j'avais des managers, des dirigeants au-dessus de moi qui me donnaient tous ces éléments-là, cette animation qui allait bien. Donc, voilà, donc c'est encore, on retombe là-dessus, c'est une histoire d'homme, pas forcément de modalités contractuelles. Mais pour autant, les outils ne sont pas encore complètement à la hauteur, c'est vrai. Yes. Est-ce que tu connais, tu parles d'histoire d'homme, est-ce que tu connais Nouvelle École ? Non, du tout. Alors Nouvelle École, c'est un podcast qui a 1 an à peu près, qui fait des interviews, donc exclusivement du son. Hein. Et c'est un mec, j'ai oublié son prénom, mais il fait des interviews de différentes personnalités. Et il y a 10 jours, il a interviewé Oussama Ammar, qui est un des associés fondateurs de The Family, qui est un accélérateur investisseur de start-up à Paris. Et il lui a posé une question qui est hyper perturbante, qui est toute simple, je vais te la poser. Dans tes prochaines années, qu'est-ce que tu vises ? La gloire ou le bonheur ? Le bonheur, évidemment, parce que dans le bonheur, on met ce qu'on veut. Ouais. Chacun y met ce qu'il veut, entre guillemets. On peut y mettre la gloire. Ouais. Bonne façon de détourner. Voilà, quand je trinque avec mes amis, je dis toujours au bonheur, parce que finalement, chacun y voit ce qu'il veut. Et moi, je sais ce que je mets dedans, en tout cas, ce que j'ai un peu décrit juste avant. Yes. Donc, dans mes prochaines années, effectivement, je souhaiterais continuer à être heureux, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Ok, parfait. Peut-être dernière question, dernier sujet. C'est quoi justement pour toi tu as un sujet en ce moment un peu qui t'anime ? Alors, c'est que la boîte ou il y a d'autres choses à côté ou... Ouais, alors moi, mon problème, c'est que j'ai beaucoup de sujets qui m'animent en fait. C'est pas de les trouver, c'est d'essayer de faire un peu le tri. J'ai fait une super rencontre il y a 3 semaines, 1 mois, d'une personne qui, elle, a 40 ans, a tout plaqué aussi, a été cadre dirigeant d'une très grosse boîte et puis elle s'est mise à la méditation en pleine conscience. Ouais. J'en parlais tout à l'heure, je crois qu'on en a déjà parlé ensemble. Et j'ai fait une expérimentation là, dans la société dans laquelle j'étais jusqu'à présent. J'ai fait venir des gens de tous les services comme ça, des gens qui ne se parlaient pas, qui ne se connaissaient pas. Puis on a passé un moment incroyable finalement à découvrir quelque chose de relativement simple et qui amène beaucoup de quiétude et de capacité à se concentrer. Et finalement, ça a été un peu une découverte pour moi. Donc là, je vais, à titre perso, ma femme aussi d'ailleurs, tenter l'aventure un peu plus, de manière un peu plus approfondie. Donc voilà, ma petite découverte du moment, c'est ça, c'est the mindfulness, qui est une technique assez intéressante pour pouvoir, dans un monde qui bouge énormément, qui va à 200 à l'heure, sur lequel on est sollicité en permanence par son téléphone, par les alertes sur LinkedIn, sur Twitter, j'en passais des meilleurs, on en parlait tout à l'heure, savoir profiter du moment présent, sans jugement, mettre en place tous ses sens pour justement profiter de ces moments-là, qu'ils soient professionnels ou personnels, et être à fond dessus. Et finalement, c'est quelque chose que je découvre et qui commence à m'apporter énormément dans ce moment de lancement finalement de ma nouvelle activité. Où justement, moi qui ai peut-être qu'un seul défaut, à savoir s'éparpiller, j'en ai d'autres, mais voilà, celui-ci est vraiment un défaut entre guillemets majeur que je connais bien. Il me permet effectivement d'essayer de me recentrer. Donc en ce moment, c'est le sujet qui m'anime et qui me permet de m'apporter entre guillemets
une nouvelle façon de voir les choses. Tu nous donneras le contact, on ira tester avec Émile, comme ça on va essayer de se concentrer un petit peu. Le nom de l'émission, c'est Quoi ma gueule? À part Jody, ça te fait penser à quoi? Ou quelle réaction ça te provoque? C'est plutôt un nom, entre guillemets, qui est assez provoque et qui m'a beaucoup posé de questions quand vous m'en avez parlé. Parce que je me suis posé la question, quoi ma gueule, quoi? Qu'est-ce que je projette aujourd'hui? Et en fait, la réponse, je l'ai pas encore, quoi. Je sais pas, justement. Et c'est ça qui m'a perturbé. Regarder la vidéo en replay, ça a déjà peut-être. Donc je trouvais plutôt au premier abord, je me suis dit tiens, c'est un peu provoque. Et après, en réfléchissant, justement, en me concentrant sur la question, je me suis dit mince, j'ai pas la réponse justement à cette question. C'est qui Régis Marc aujourd'hui et qu'est-ce qu'il veut être? Donc c'est plutôt une bonne question et le nom est plutôt sympa. Parfait. Plutôt pertinent. J'espère qu'on aura permis de répondre, en tout cas d'apprendre à te découvrir. Merci beaucoup de nous d'avoir accepté notre invitation et d'avoir joué le jeu pendant ce moment dans l'émission Quoi ma gueule. Merci Olivier, merci Émile qui est derrière.